pas utiliser mes actifs, je peux pas vendre d'actions, je peux pas utiliser mon propre cash, je peux pas utiliser mes revenus. Il faut qu'une tiers partie paye pour moi. J'ai compris que j'étais pas du bon côté de l'argent à ce moment-là. J'ai dépensé beaucoup en avocat, je le regrette entre-temps. À un moment, je me fais attaquer en Angleterre et en même temps, je me fais attaquer en France. Donc, je prends un avocat en France, je prends un avocat en Angleterre. Ça, c'est vraiment une pratique de common law. Si tu te défends pas, tu n'existes pas. Il n'y a pas de, tu vois, de est-ce que c'est acceptable, pas acceptable, point. Tu te défends pas, tu te défends pas. Et moi, je suis en mode, mais non, je dois pas 15 millions. Il parle pas de 15 millions dès la médiation, quand même. Si, pratiquement. Là, c'est déjà des montants très élevés. Lui, c'est très simple. Il prend le montant, il fait fois les multiples qu'il imagine, et il dit perte de chance. Il dit, bien sûr. Il dit, on aurait investi en SpaceX à tel valeur, maintenant ça vaut tant, donc tu nous dois aussi l'upside qu'on n'a pas obtenu. Quoi. Exactement. Et c'est là où, en fait, commence le bordel. Et moi, à ce moment-là, je garde l'argent, et je me dis, non, cet argent, je ne vais pas le rendre, parce que maintenant, il va falloir que je me défende. Et maintenant, on va commencer, tu vois, toutes ces emmerdes et tous les enjeux qui vont avec, quoi, en fait. Mais et toi, tu considérais ce 1,9 million ? Moi, je suis lessivé. J'ai passé 9 ans dans The Family, 8 ans dans The Family. Je pars. Mes actions, on ne veut pas me les acheter alors qu'on me doit. Tu as ton compte courant. J'ai mon compte courant qui, d'un seul coup, n'existe plus. J'ai des éléments qui me paraissaient acceptés de tout le monde. C'est un détail, femme de ménage. Oui, il y en a plein d'autres. C'est juste symbolique. Je trouve ça hyper... par exemple, à l'époque que je quitte The Family, on avait un système de bonus annuel dans The Family en equity. Et donc, Nicolas détermine unilatéralement que je n'ai pas le droit au bonus de l'année. Et donc, toutes les boîtes que j'ai fait rentrer, j'ai pas d'equity dessus. Lui, il avait droit. Mais lui, il avait droit. Ouais. Et lui, c'est attribué. Tu vois, des trucs comme ça qui sont hyper violents. Ouais. Et je me dis, mais pour qui il se prend, en fait ? Et Nicolas t'explique qu'il est sur le point de découvrir une fraude et que c'est son devoir de fonctionnaire de prendre ses actions pour lui. À la rigueur, il aurait pris mon bonus et l'aurait mis dans un pool pour les futurs actionnaires des SPV. Bon, en plus, le 1,9 million, en fait, il vient de Global Godfather. Enfin, il vient de cette holding de tête. Ouais. J'ai même envie de te dire, l'argent, 1 euro, c'est fongible. On ne sait pas quel euro vient d'où. Mais c'est tout le sujet, en fait. Donc, qu'est-ce qui est de l'argent qui aurait appartenu au SPV et quel argent aurait appartenu à The Family. Et donc, si toi, c'est juste ton remboursement de compte courant... alors lui, il va te dire, mais c'est pas la même entité, le compte courant, c'est avec holding, il n'y avait pas de porosité entre Global... tu dis si, parce qu'en fait, on utilisait Global Godfather pour payer des factures de holding. C'est là où, légalement, ça devient un sacré casse-tête. Il faut être très technique pour se défendre. Et j'avoue qu'il a été extrêmement fort à m'empêcher de me défendre. Ça, on va rentrer dans le détail de chacune. Ça, c'est vraiment une masterclass de sa part. C'est là où j'ai été très mauvais. Et donc là, tu as la médiation qui foire. La médiation qui foire. Je prends Hubert de Voplan qui essaie de passer un deal. Ce 1,9 million, t'en fais quoi ? 1,9 million, de toute façon, à l'époque, le 1,9 million, je pense que comme je vois que je peux pas faire le deal, je commence à payer des frais d'avocat avec, je commence à vivre avec. Enfin, ça va vite. Tu l'investis dans le manoir ? Je l'investis pas dans le manoir. Le manoir, l'argent vient d'ailleurs. Le manoir, en fait, l'argent, que Nicolas, il peut raconter ce qu'il veut là-dessus. Mais il y a un élément que Nicolas a oublié, en fait. Et c'est là où tu vois la connerie de l'omnibus. Ouais. Parce que, en fait, Nicolas, il se perd lui-même dans son propre storytelling. Et ça montre à quel point c'est le bordel. C'est pas, je lui jette pas la pierre. Moi, quand j'ai construit le manoir, j'ai vendu mes parts dans PFIT. Des parts à moi. Perso. Que j'avais dans PFIT. D'accord. T'avais investi dedans ou... J'avais investi dedans, en plus de The Family. Cette transaction, je l'ai fait passer par le compte de The Family pour que les gens payent sur ce compte et me payent un mois après parce que j'ai fait un SPV par The Family pour acheter mes parts dans le SPV. On a fait un second layer SPV. Moi, j'étais investisseur dans un SPV pour ne pas susciter de préemption ou dire à PFIT que j'avais vendu mes parts. J'ai vendu mes parts dans le SPV. Du SPV, très clair. Et j'ai fait un SPV pour prendre les parts du SPV. Ok. Et en fait, en faisant cette transaction, The Family m'a payé de l'argent pour payer mon manoir. Parce qu'il te payait en fait juste l'argent qui te revenait parce que tu avais vendu tes parts dans PFIT, dans le SPV de PFIT. Sauf qu'il s'est passé deux problèmes.
Premier problème, le département juridique de The Family s'est trompé dans la valorisation de Payfit. Et résultat, j'ai touché plus d'argent que ce que j'aurais dû toucher. Ok. Bon. Nicolas dit que c'est moi qui ai... Il y a un moment, je lui dis, alors, les documents du SPV, ils sont signés par Alice. Le département juridique a fait le calcul. L'email, il a été envoyé par quelqu'un d'autre que moi et la collecte a été faite par quelqu'un d'autre que moi. Vous me versez de l'argent et vous voulez que moi, je me rende compte qu'il y a une erreur de calcul. Donc en plus, pas de chance, tu vois. Et en plus, c'était un tiers qui te rachetait ton... C'était plein de gens, ouais. C'était plein de gens. D'où le SPV, quoi. D'où le SPV. Ok. Et donc, de toute façon, il y avait une somme qui était collectée. Et c'est cette somme qui te revenait, qu'importe la valorisation, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que justement, ces gens-là ont payé leur part Payfit plus que la part qu'on leur a annoncée. On leur a annoncé tant de valo, ils ont payé beaucoup plus parce qu'ils se sont trompés sur le calcul. D'accord. Ah, donc en fait, l'investissement dans Payfit, il se faisait en te rachetant toi. Ouais. D'accord. Et moi, j'ai touché plus. D'accord. Donc, parmi le bordel de mon départ, moi, quand j'ai découvert ce problème, je dis, pas de problème, je vais rembourser les gens. Bon, j'ai dit ça au moment où on s'entendait bien. C'était quand cette... C'était au même moment que la médiation. C'est dans le cadre de la médiation que tous les SPV... Nicolas a fait un travail immense de recalculer tous les SPV, tous les machins. En fait, en gros, il a fait le travail qu'il était censé faire avant. En fait. 74 SPV, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Pour 7 millions d'euros, c'était des petits SPV parfois aussi. Des SPV à chaque fois, ouais. 100 000, 200 000, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, il se rend compte de ce problème. Et sauf que moi, en fait, il y a un moment, je dis, écoutez, vous avez fait une erreur, vous payez, quoi. En fait, il y a un moment où vous me cassez les pieds. Ça peut pas marcher dans les deux sens. On peut pas m'opposer la rigueur. Et quand maintenant la rigueur ne vous arrange pas, on me demandez de rembourser. Et donc, en fait, quand Nicolas dit, ouais, il y a un virement de Global Godfather qui va vers Oussama et ça repart vers son manoir, il y a une raison simple pour laquelle Nicolas c'est ça. C'est que tout simplement, c'est eux qui m'ont fait ce virement. Et ensuite, j'ai refait le virement depuis le compte de ma holding qui était dans ma boîte email The Family. Donc le mec, il veut détourner de l'argent pour aller payer son manoir. Il le fait depuis la boîte email de The Family, en sachant que cette boîte email va être accédée par tout le monde s'il y a un problème, avec des emails qui en plus sont enregistrés, copiés, etc. Et donc vraiment, il essaie de me faire passer pour le pire des cons, en fait. Et il y a un moment... Enfin, on peut penser ce qu'on veut de moi, etc. Mais... moi, cette affaire, elle a tué ma réputation d'une façon bien plus grave que ce que les gens imaginent. Ah bah, ça, le préjudice... Non, mais attends, les préjudices chez les gens qui pensent que j'ai volé 1,9 million, il est certain. Mais le préjudice chez les gens qui pensent que je n'ai volé qu'1,9 million, il est pire. Parce qu'on oublie toujours le double... Tu vois, à Dubaï, il y a des gens, ils se disent, mais c'est qui ce tocard, en fait, tu vois. Le mec, il vole 1,9 million, il se fait gauler. Il se fait choper. C'est vraiment... Mais c'est quoi de quoi on parle? Moi, il y a un entrepreneur très célèbre de la tech aux US qui m'a dit, ouais, moi, je peux pas bosser avec toi. Je dis, c'est l'affaire The Family et tout. Ouais. Je dis, non, mais on peut pas faire une affaire pareille pour 1,5 million, vous êtes pas sérieux, quoi. Tu vois, lui, son argument, c'était, tu t'es associé à des tocards qui vont te chercher des noises pour très peu de choses et tout ça. Donc, en fait, de toute façon, cette histoire, elle est perdante, en fait. Elle est perdante pour eux, elle est perdante pour moi, elle est perdante pour l'écosystème, elle est perdante pour nos actionnaires. Il n'y a personne qui a gagné quelque chose dans cette histoire. Il n'y a personne qui en a tiré profit, en fait. C'est du gâchis total, et c'est du gâchis, du bris d'un Nicolas Collin qui se sent je sais pas, investi d'une mission de justice suprême, il le dit, il pense qu'il sera jugé par l'écosystème, je sais pas par qui, d'ailleurs, dans l'écosystème, je sais pas qui sont les abrutis qui lui ont dit, ouais, il faut aller jusqu'au bout, tu seras jugé là-dessus. J'ai quelques noms en tête. La médiation échoue. Ouais, la médiation échoue, ouais. T'as ce 1,9 million, t'as déjà payé ton manoir à l'époque? Ouais, le manoir est déjà construit. Avec ta revente de Payfit? Ouais. Ok, le manoir est déjà... Donc, tu as ce 1,9 million qui va quand même servir des dépenses, mais dans le cadre judiciaire. Ouais, après, ça va me faire tenir un moment, ouais. Et c'est là que démarre, justement, la cabale judiciaire. Ouais. Et là, tu n'avais pas la moindre idée de ce qui t'attendait, j'imagine. Non, j'avais pas la moindre idée. Puis surtout, j'ai pas pris le sujet au sérieux, pour être honnête. Parce qu'en plus, la médiation, tu t'attendais à recevoir de l'argent, quand même. Enfin, tu dis à 5 millions, je pars, c'est bon, ça arrête. Ouais. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est très différent, quoi, ta position. 5 ans plus tard, ouais, 5 ans plus tard, 2020-2025. Mais alors, on va reprendre maintenant, si tu veux, chacune des décisions judiciaires, qu'on les comprenne bien. Ouais. Tu vois. Par où tu veux commencer? Peut-être dans l'ordre chronologique. La première, elle démarre où? Chronologiquement, je reçois une lettre avec
une mise en demeure en France, une mise en demeure en Angleterre, une mise en demeure au Caïmans. Au même moment. Au même moment. Ok. Avec un truc dont je ne connaissais pas l'existence, qui est le freezing order Caïmans. Ça, c'est l'une des premières décisions qui tombe dessus. Ça, c'est le premier truc qui me tombe dessus. Okay. Bon, bah écoute, faisons tout de suite le petit focus sur ce qui s'est passé au Caïmans. Ouais. Effectivement, on va le montrer, ton freezing order. Ouais. Et je peux le lire ici. C'est le 16 mars 2022. Et le 16 mars 2022, et ce qu'il faut vraiment comprendre, et c'est ça qui est le plus étonnant, c'est le point 11.1. Le freezing order, pour rappeler, c'est une décision de justice qui dit tant que ce litige n'est pas résolu, nous allons geler vos assets. Vous n'avez pas le droit de dilapider votre patrimoine, de vivre la grande vie, etc., etc. On doit sécuriser le gage des créanciers. Exactement. Et il y a une exception à ça. Et l'exception, en anglais, c'est « This order does not prohibit the defendant from spending €1,000 a week towards his ordinary living expenses ». Donc, cet ordre n'empêche pas le défendant de dépenser 1 000 € par semaine pour pouvoir assurer ses dépenses courantes. And also, 10,000 USD, $10,000 on legal advice and representation. Donc, tu avais le droit à 1 000 € par semaine, à 1 000 € par semaine pour tes dépenses personnelles et à 10 000 $ au total, c'est pas par semaine, c'est 10 000 $ on legal advice and representation. Ça, on est d'accord que ça a été obtenu ce qu'on appelle ex parte. Ouais. C'est-à-dire que tu n'es pas parti à la décision, tu ne sais pas qu'il y a une décision qui est en cours contre toi, et tout d'un coup, te tombe dessus cette décision qui t'empêche de dépenser plus de 10 000 $. Exactement. Et ça, c'est 10 000 $ worldwide pour tes procédures. Et au même moment, je me fais attaquer en Angleterre. Et au même moment, je me fais attaquer en France. Donc, je prends un avocat en France, je prends un avocat en Angleterre, j'essaie de trouver un avocat au Caïmans. Et tu as le droit de les payer plus, tes avocats en France et en Angleterre, ou pas ? En théorie, non. En théorie, non, c'est ça. Mais sauf qu'ils s'en battent les couilles du freezing order Caïmans. Ouais, ils considèrent que... Qui ne sait pas que territorialement, ça n'a pas de valeur. Mais ça va avoir, en tout cas, un impact fort sur les avocats caïmanais, parce qu'eux, ils y font attention, forcément. Et en fait, l'avocat anglais me trouve un avocat caïman qui m'explique qu'il n'a jamais vu ça, qu'il n'a jamais vu une limite comme ça, et qu'il faudrait aller faire une application pour enlever cette limite, mais que pour faire ça, il faut 200 000 € de provision, et comme contrainte, comme je n'ai pas le droit de payer moi-même, il faut que ce soit payé par une tierce partie. Je ne peux pas utiliser mes actifs, je ne peux pas vendre d'actions, je ne peux pas utiliser mon propre cash, je ne peux pas utiliser mes revenus. Il faut qu'une tierce partie paye pour moi. Sauf que l'avocat anglais, au moment où le mec écrit ça, m'écrit un email en me disant « Je suis désolé, je n'avais pas du tout pensé à ce que l'avocat caïman disait là. Mais en fait, nous, en Angleterre, on n'est pas censé ignorer une décision caïman. Donc en fait, je ne vais pas pouvoir accepter ton argent aussi pour te défendre. Donc il faut que tu trouves quelqu'un pour payer tes trucs. Et puis il me faut une provision de 200 000 pounds. Et l'avocat français, lui, me dit « Oh, t'inquiète, pour 10 000 € je te défends. » Ça va bien se passer, quoi. Et donc, moi, je me retrouve, en fait, à devoir faire un arbitrage sur de l'argent que je dois emprunter. Et Yomi Denzel paye mon avocat anglais. Il paye les 200 000 ? Il paye les 200 000. Et il doit en plus payer d'une façon un peu bizarre. Il doit signer un papier disant que je ne le rembourserai pas, que c'est un don, que peut-être qu'il ne reverra jamais son argent. Ouais. Oui, c'est le principe du freezing order. Ça doit freezer tes assets. Voilà. Mais à la limite, si d'autres gens utilisent leurs assets pour te défendre et t'aider, il n'y a pas de problème. Grand bien leur face. Mais bon, il ne faut pas que ce soit une liabilities, tu vois. Et donc, j'ai pas assez. Et l'avocat anglais m'envoie un email en me disant vous n'avez pas d'actifs au Caïman, vous comptez pas retourner un jour au Caïman de votre vie, vous n'avez qu'à ignorer la procédure Caïman et on se concentre sur l'Angleterre. Quoi. Bon, peut-être pas le meilleur conseil, mais
Tu l'as ignoré. J'ignore le Caïman et je me concentre sur l'Angleterre, quoi. Ouais. En plus, lui, il est payé, donc commence le bordel en Angleterre. Et puis, Et donc, les moi, Caïmans se je déroulent me sans dis toi. 200 000 euros, tu vois, ça va nous amener loin, quoi, dans le procédure anglaise. Ouais. Mais on reste 2 minutes sur les Caïmans. Ouais. Donc, tu te défends pas. Donc, je me défends pas. Tu es déjà interdit de te défendre à Ouais. plus de 10 000 $. J'imagine Exactement. qu'à 10 000 $, avec un avocat aux îles Caïmans, tu as le droit à c'est- 1 heure de consultation, Ouais, c'est allez, ça, 2-3 heures. 2-3 heures, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais. tellement cher. Vraiment, personne ne rédigerait une défense complète, quoi. C'est Non. une legal opinion, un truc comme ça, mais pas plus. Et donc là, la procédure se poursuit aux îles Caïmans. Exactement. Nicolas Collin face à lui-même, en quelque sorte, parce Exactement. qu'il n'y a pas de... Ça, tu vois, étant moi-même avocat, le respect du contradictoire, la partie adverse qui peut faire valoir les arguments, ce que tu expliques là, c'est-à-dire, bah oui, mais il y avait des comptes courants, mais c'était la manière de gérer l'argent de The Family, mais non, mais ça, c'était des transactions qui ont été annulées alors qu'elles étaient valables. Rien de tout ça ne peut être entendu devant cette juridiction. Ouais. Et la décision est prise, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui argumente. Ouais. Faut imaginer un En plus, débat. il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est que dans les procédures anglo-saxonnes, quand tu ne te défends pas et que tu es condamné par défaut, tu es condamné au montant de la demande. Point. Il n'y a pas d'évaluation de la demande. Donc si tu demandes 10 millions à quelqu'un qui ne se présente pas, tu es condamné à 10 millions. Il y a quand même une appréciation souveraine des juges qui peuvent se dire mais c'est complètement délirant votre demande. Zéro. C'est le principe du default order. Ouais, mais alors c'était pas le cas au Caïman. Si, c'est le cas au Caïman. Au Caïman, c'est un default order. C'est un default order. Je suis pas. Okay. Je suis pas représenté. Le juge, il est. D'ailleurs, je te la fais très simple. Hein. Tu as tous les documents. Ouais. Tu peux regarder l'affidavit de Collin. Tu regardes la décision et c'est un copier-coller. Ouais, et c'est pareil en Angleterre. Oui, parce que c'est le principe. C'est le principe des décisions par défaut. Et ça, c'est vraiment une pratique de common law que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. J'ai vraiment découvert beaucoup de choses sur le common law, et notamment que si tu te défends pas, tu n'existes pas. Il n'y a pas de, tu vois, de est-ce que c'est acceptable, pas acceptable. Point. Tu te défends pas, tu te défends pas. Et donc là, il te condamne à quoi au Caïman 7,3 millions, je crois. C'est qui correspond à quoi Perte de chance. Donc c'est le 1.9 multiplié par ça, ouais. Multiplié, et parce que c'était 1.9 qui était censé être dans telle et telle startup. Exactement. Regarde la courbe de la startup. Alors, valorisation. ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 2 startups qui, entre-temps, ont fait moins 60%, parce que le marché est mauvais. Ah oui. Ouais. D'accord. C'est vrai. Ah oui. Par rapport à la date dans laquelle vous auriez dû investir. Exactement. Ok. Sauf que, en fait, Nicolas ne le dit pas. C'était lesquelles, ces startups Airbnb et Stripe, qui tous les deux ont... Stripe, on était censé rentrer à 180 milliards de valo, ça vaut 80 milliards maintenant. Ok. Donc les gens qui auraient investi dans Stripe, ils auraient perdu 60% de leur argent. Ok. Sauf que Airbnb, pareil. Ouais, Airbnb, pareil. Parce qu'ils n'avaient pas encore fait d'IPO. Ils ont fait l'IPO et entre-temps, l'IPO, elle est tombée. L'IPO était plutôt négative, ok, d'accord. Donc, le point qui est assez marrant, c'est que Collin, évidemment, ne parle pas de ça. Il dit juste, voilà, nous, on évalue notre perte à temps. Et puis, il n'y a pas de discussion, quoi, en fait. Ouais, ok. Et c'était vrai, cette perte de valeur, déjà au moment de la décision des îles Caïmans C'est tout le sujet, c'est que non. Ouais. Mais, ouais, d'accord. En fait, c'est tout le sujet. C'est que là, tu peux avoir un débat sur la prime de liquidité, la discount de liquidité. Est-ce que vraiment ces parts sont valables ou pas? Est-ce que si tu les as, est-ce que tu peux les revendre? Okay. Il a mis un chiffre, le type, il a copié-collé le chiffre, il a rendu la décision, et il s'est pas embarrassé, quoi. Okay. Décision qui date de quand? Je sais plus, alors ça, les dates... 2024, je crois. Ouais. Quand je l'ai là. Mais je crois que c'est ça, je crois que c'est 2024. Ouais, août 2024. Ok. Ça, c'est aux îles Caïmans. Ouais. Tu es dans quel état d'esprit quand tu t'es condamné à 7 millions de... je t'avoue tu dis que... c'est sur une île perdue dans laquelle j'ai aucun intérêt, je m'en fous, ou tu dis ça va me... faut que je... Non, je m'en fous. Enfin, en fait, à moi, à ce moment-là, de toute façon, j'ai plus grande croyance dans le système judiciaire. J'ai compris que c'était une question d'argent. J'ai compris que j'étais pas du bon côté de l'argent à ce moment-là. J'ai dépensé beaucoup en avocat, je le regrette entre-temps.
Parce que je me rends compte que ça mène nulle part, alors qu'il faut vraiment... En fait, leur système de facturation est extrêmement pervers, ces cabinets anglo-saxons, c'est qu'ils passent leur temps à t'envoyer la facture de la prochaine étape. Et tu découvres la micro-prochaine étape à chaque fois avec le couteau sous la gorge. Ah, c'est des bons commerçants. Ouais, c'est des très bons commerçants. Mais donc, en fait, si au tout début, les mecs te disent, bon, bah là, un procès comme ça, t'en as pour 1,5 million, 1,8 million, Ouais, tu évalues tout de suite. tu évalues tout de suite ce que t'es en train de faire. Alors que s'ils te demandent 100 000... Il met 100 000, puis 200 000, puis là, il t'explique qu'en fait, il faut les discovery, que ça coûte 100 000. Et si tu arrêtes de payer, il pose le stylo. Tout s'effondre. Et tout s'effondre. Ouais, bien sûr. Et donc, tu as dépensé 600 000 euros pour rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre, où en Angleterre, pendant ce temps-là, j'ai un avocat qui, grosso modo, estime que je lui rapporte pas assez d'argent et qui, en plein milieu de la procédure, m'abandonne. Mais alors, vas-y, parle-nous un peu de l'Angleterre. Donc l'Angleterre, ça démarre au même moment. L'Angleterre, ça démarre au même moment. On te reproche quoi exactement là-dessus ? Alors, en Angleterre, il faudrait reprendre les je crois qu'il y avait un breach. Et grosso modo, ils disent qu'il faut que je rembourse tous mes salaires parce que j'ai pas apporté de valeur. Ça, je sais pas si tu imagines de l'humiliation, quoi, quand même. Ensuite, ils disent que j'ai toutes mes notes de frais à rembourser parce qu'elles n'ont aucun justificatif. Ensuite, ils disent que, grosso modo, ils ont des pertes morales, émotionnelles, de valeur, de machin. Ils évaluent ça, je ne sais plus comment. Ouais, et puis, tu as le service agreement, effectivement. Voilà, le service agreement. C'est-à-dire que toi, tu devais rendre un service à The Family, à savoir ta direction. Ouais, exactement. Et ils considéraient que comme tu l'avais violé, tu devais rembourser toutes les sommes que tu avais touchées au depuis titre de ce 2013. service agreement. Exactement. Et bon, ça chiffre vite, quoi. Et grosso modo, il a été chiffré tout un préjudice à 10 millions d'euros. Et il y avait des SPV aussi dans cette décision-là. Je crois qu'il a mis Algolia, justement, qu'il a inventé entre-temps. Il a mis Payfit, qu'il a attaqué en France, mais que finalement, il est parti en Angleterre, parce qu'en France, il perd à chaque fois. Donc, il s'est dit, attends, en Angleterre, ça a l'air quand même beaucoup plus favorable. Donc, il a fait semblant qu'il n'y avait pas eu de décision rendue en France. Et il est revenu en Angleterre une deuxième fois. D'ailleurs, tu m'avais écrit un ex parte là-dessus. Et puis voilà, enfin, il a mélangé tout ça, quoi. Moi, j'ai écrit une défense assez longue. Donc, comme mon avocat m'a abandonné en milieu de chemin, j'ai décidé de me représenter moi-même et de me défendre en utilisant l'IA. En disant, bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, j'ai fait les audiences, j'ai fait les applications. Et là, j'ai commencé à me faire massacrer dans des procédures de ce qu'on appelle cost order. Alors, il me semble que tu es sollicitor. Tout à fait. Cost order, c'est grosso modo, en plein milieu de la procédure, tu peux commencer à demander à te faire payer tes frais d'avocat. Et le problème, c'est que moi, je comprends rien à ce qu'il raconte au juge. Le juge dit oui pour les cost orders, et je découvre que si tu ne payes pas tes cost orders, donc c'était pas une des grosses sommes, hein, c'était 180 000 pounds, mais avec le freezing order, j'avais pas le droit de les payer. Donc le cost order me condamne à payer les avocats de la partie adverse. Si je paye pas les avocats de la partie adverse, ils peuvent demander un unless order. Et le unless order crée un default application qui te condamne au montant des demandes exprimées par la partie adverse sans discussion. Donc en gros, ils m'ont créé un piège à 2 balles juridique. Je pense que les avocats, ils devaient avoir l'impression d'être face à un amateur en se disant machin. Je n'ai pas su défendre le cost order. Parce que ils ont pris des avocats de haut niveau quand même. Hein. Ouais, ils ont des avocats de haut niveau. Franchement, entre ce qu'ils ont pris au Caïman, en Angleterre. Et là, je me retrouve en fait à me faire bastonner en Angleterre et à me faire condamner par défaut, tout simplement parce que je peux pas payer leurs avocats. Ni les tiens. Ni les miens. De toute façon, le mien, à un moment, ça devient beaucoup trop cher. Quoi. Ouais, puis surtout, il m'a abandonné le mien. Donc parce que tu n'avais pas l'argent. Ouais. Donc, exactement. Et donc là, je me dis, attends. Et donc, ma défense, elle est strike out. Alors, j'ai écrit 50 pages de défense quand même. Donc, moi, je trouvais assez cohérent quand même comme défense. Du moins, ça méritait une discussion. Tu vois. Je me disais, tu vois, t'es un juge, tu lis ça. Parce que c'était Payfit et Algolia. J'ai les décisions de Payfit et Algolia, plus le service agreement et quelques dommage moral. Factures. Et donc voilà. Et donc, ils ont obtenu leur petite condamnation de 10 millions ou je sais plus combien. Donc, il y a le unless order. C'est-à-dire que sauf si vous faites ça,
nous allons ordonner un Exactement. défaut, un jugement par défaut. Exactement. Et il y a eu le jugement par défaut, Exactement. où ils ont repris les conclusions de Nicolas. Exactement. Et pareillement, tu n'avais pas d'avocat pour défendre. Non. Tu n'as pas pu faire valoir ton argumentation sur Non, ce qui te exactement. demandait. Je pense que c'est vraiment, c'est un peu le point le plus regrettable dans cette histoire, c'est que le contradictoire n'a pas été respecté. Déjà, aux îles Caïmans, par cette procédure très étonnante qui te limitait à 10 000 $. En Angleterre, par le coût exorbitant que représente une défense avec un barrister plus solliciteur. Enfin, c'est vraiment... Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une juridiction de quasi-milliardaire, quoi, l'Angleterre. C'est très, très, très difficile de pouvoir être défendu là-bas. Et ça pose de vrais enjeux, surtout sur un dossier aussi tentaculaire, complexe, multijuridictionnel, etc. Donc, tu n'as jamais été défendu. Et il en va même de la crédibilité, en fait, d'une place financière et d'une place juridique. On ne peut pas... Tu ne peux pas imaginer un boxeur qui rentre sur le ring, il n'y a personne en face et il perd le combat. Tu vois, ça veut dire que son entraîneur est très mauvais. C'est-à-dire que les avocats auraient menti à Nicolas en disant « Oui, t'en fais pas, on va gagner. » Ben non, on a perdu face à personne. Tu peux pas perdre face à personne, en fait. C'est-à-dire que si tu n'es pas représenté, il faut vraiment que ton avocat soit extrêmement mauvais pour que tu perdes, parce que sinon, ça décrédibilise la place, ça décrédibilise le cabinet, c'est une catastrophe. Donc, dans ces deux juridictions, tu n'as personne en face de toi et c'est... et donc, tu es condamné. Ok. Exactement. Très bien. En France, il se passe quoi ? Grosso modo, en France, il y a plein de procédures. Ils mettent un administrateur, ils nomment un administrateur sur Téléma pour prendre le contrôle du manoir. Ça, c'est vraiment énorme. Ça, on va revenir sur celle-là très précisément. Téléma, c'est la société qui possède le foncier du manoir d'Ablon. Ils font une demande d'administration provisoire. Donc en fait, ils disent Téléma a profité des détournements, donc Téléma nous doit de l'argent, donc on est créancier et on aurait le droit de prendre la direction de cette société pour revendre le manoir ou pour le gérer nous-mêmes, etc. Exactement. Ils gagnent. Ouais, Lisieux, en première instance. En première instance. Ils gagnent en première instance. C'est assez... je ne sais pas si en tout cas, on verra par la suite que ça va être assez étonnant, mais en tout cas, il y a le tribunal de Lisieux qui fait droit à leur demande et qui nomme un administrateur provisoire sur le domaine d'Ablon. Là, tu fais appel. Cour d'appel de Caen. Tu gagnes. La cour d'appel, on pourra reprendre le détail, mais dit... attendez... Il n'y a rien qui va. Ils ne sont pas créanciers. Je pourrais reprendre les motifs, mais... ils ne sont pas créanciers, il n'y a pas lieu de leur donner l'administration d'une société avec lesquelles ils n'ont aucun lien, aucun rapport. Donc non, en fait, il n'y a pas d'administration provisoire. Et ils l'ont retiré. Ça va jusqu'en cour de cassation. Pas mal. Tu es quand même allé en cour de cassation dans ta vie. En plénière. En plénière, c'est vrai. C'est l'assemblée plénière qui a pris le... D'accord. Et la cour de cassation te donne raison, et donne raison à la cour d'appel de Caen, qui est, on le rappelle, c'est quand même des juges professionnels en appel et surtout en cassation. Plus on monte dans les échelons, plus ils sont gradés. Et ils te donnent raison, ils disent maintenant il n'y a pas lieu d'être, d'avoir cette administration provisoire. Qu'est-ce que t'en tires, toi ? Qu'est-ce que tu comprends de tout ça ? Comment tu vois les choses ? J'en tire 3 choses. 1, qu'ils ont vraiment trop d'argent des actionnaires. Parce qu'il fallait quand même y aller en cassation, tu vois. On a quand même produit une opinion juridique d'un prof d'université qui dit on n'est même plus dans le domaine du droit, quoi. La cour de Lisieux leur a donné tu vois, un truc comme ça. Bon. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup d'emmerdes pour un homme qui est Christophe Delaune, parce qu'en fait, ce qu'ils vont me faire à moi, ils vont aussi le faire au domaine d'Ablon. Et ils vont vraiment harceler Christophe, qui est malade, qui est souffrant, qui s'avère être mourant, et ils vont lui taper dessus d'une façon complètement honteuse, en fait. Je veux dire, au-delà de la haine qu'ils ont pour moi, il y a un aspect de cette affaire dont personne ne parle, que les gens ne voient pas et qui est complètement fou. C'est le niveau de violence et de harcèlement que Nicolas et Alice ont mis en place comme un système. Tu likes un post à moi,
tu prends un message d'Alice et Nicolas. Tu travailles avec moi, tu prends une mise en demeure. Tu me soutiens pour un projet qui n'a rien à voir avec cette affaire. Je l'ai eu. Tu as eu une mise en demeure. J'ai eu ma mise en demeure parce que j'ai été mentionné dans, je pense, un de tes posts LinkedIn, ou même pas. Je pense que c'est Alison. Commentaire. C'est Alison qui te mentionne dans un commentaire. C'est Alison qui me mentionne dans un commentaire d'un post LinkedIn parce qu'effectivement, on l'aide à structurer sa holding. Ouais. Et j'ai reçu un courrier de 300 pages. Yomi a reçu le courrier. Alec a reçu le courrier. Et puis les gens arrêtent de travailler avec moi après parce qu'ils ont peur, tu vois. Ouais. Non, il y a une dimension de... Ma fiancée a reçu un courrier le jour de son anniversaire, tu vois, pour la menacer d'être avec moi. Sarah qui les obsède dans toutes les procédures, mettre des photos d'elle en maillot de bain en disant avec l'argent de féminicide, devant des juges anglais, tu vois. En fait, il y a vraiment ce truc. Et Christophe est vraiment là. En fait. Christophe on t'interdit de travailler avec tout le monde, on te bannit. Surtout, c'est genre, ils ont l'impression d'être justiciers, d'empêcher les autres de se faire arnaquer, etc. Et Alison, elle a dit un truc extrêmement juste. Elle a dit, moi, je sais pas ce qui s'est passé à The Family, mais il y a peut-être 2 différences. C'est que dans The Family, c'est Oussama qui donnait de l'argent à Alice et Nicolas. Dans TSJM, c'est moi qui donne de l'argent à Oussama, parce que c'est moi qui est productrice de l'argent. Donc déjà, ça change un peu la dynamique. Et la deuxième chose, j'ai pas accès au compte en banque, ça me va très bien. Et maintenant, si tu veux, il y a quand même un aspect de culture libanaise. C'est pas pour rien que Carlos Ghosn est tombé pour la raison pour laquelle il est tombé. J'ai l'impression que, quoi qu'on fasse, il y aura un espèce de gouffre sur le rapport à l'argent entre un Libanais qui utilise l'argent de sa carte perso. Parce qu'on n'arrête pas de dire, je tape dans la caisse. Mais attends, c'est ma caisse. Genre, j'ai tapé dans la caisse parce que moi, j'ai donné à cette caisse. J'ai donné en compte courant comme personne n'a donné en compte courant dans The Family. Bizarrement, à chaque fois qu'il fallait payer un truc en perso, c'était moi qui payais. C'était toujours moi qui était... La carte de Nicolas et Alice, on ne l'a jamais vue, bizarrement. Nicolas, il se faisait rembourser, il faisait des notes de frais, il se faisait rembourser ses tickets de parking à 1,80 €. Tu vois, c'était normal. Il allait en vacances... tu vois, Alice, elle prenait des Airbnb avec la carte de The Family. Elle faisait pas des deals. Ça gênait personne. Mais par contre, moi, j'amène 12 entrepreneurs dans un restaurant dans le procès, ici une note à 10 000 €. Oui, il dit que tu as arrosé tes amis. Voilà, exactement. Ça devient mes amis. Tu vois, c'est pas des gens qui ont donné 5% à The Family. Le champagne coulait à flot. Qui le font vivre jusqu'à présent, tu vois. Donc d'un seul coup, en fait, tu sors le système. Tu dis, ouais, Carlos Ghosn, il a fait une fête... Tu vois, quand il se fait interroger par Mathieu Stéphanie dit, ouais, t'as quand même un peu abusé, non? Moi, j'ai envie de lui foutre une baffe, en fait. Je me dis, mais mec, tu parles à Carlos Ghosn. Le mec a rapporté 30 milliards d'euros de dividendes par an. À l'État. S'il veut faire une fête à Versailles, inviter sa famille et prendre du Dom Pérignon, ça devrait être un droit constitutionnel, en fait. Tu vois. Et j'ai l'impression que non, en France, en fait, quand tu fais gagner, c'est normal, c'est ton devoir. Mais par contre, si tu prends un petit peu, attention, c'est pas moral, c'est pas bien, c'est pas légitime, etc. Et c'est vrai que cette violence dont ils ont fait preuve envers Christophe, qui a construit le domaine d'Ablon, est venue à un niveau où, en fait, ils se sont carrément pris pour urbanistes. Les mecs, ils ont quand même une créance sur le domaine d'Ablon, puisque à la fin, le but, c'est de saisir le domaine d'Ablon. Attends, ça on va y revenir sur la saisie du domaine d'Ablon. Et ils ont eux-mêmes détruit la valeur, en fait. Ouais, ça c'est dingue. Il y a quand même un procès dans lequel tu perds en France. Ouais. Et c'est le virement sur lequel Nicolas parle le plus, etc. C'est un virement de, justement, Godfather, 50 000 € pour des artisans du côté du domaine. Ça, je t'avoue, ça c'est très drôle parce que... Et là, tu perds en cours d'appel, pour le coup. Ouais, là, je perds en cours d'appel. Et on considère que c'est un prêt, en fait, qui aurait été fait entre ta société personnelle et... Mais donc, c'est un prêt. Parce que, oui, tout à fait, c'était un prêt. Donc, c'est pas un détournement. Non, c'était pas un détournement. C'est bizarre quand même, non? Ouais, bien sûr. Non, mais parce que, en fait, moi, ce procès, c'est le procès qui me fait le plus rire. Ouais. Parce qu'il a été chercher des noises pour 50 000 €. Ouais. Comme il n'a pas réussi à prouver le détournement, il a été chercher l'argument du prêt sur lequel je ne pouvais pas dire grand-chose, parce que c'était pas documenté. Donc, je ne pouvais pas dire que c'est une rémunération. Effectivement, ça payait un artisan. Maintenant, ce virement, il y a un truc hyper intéressant dans ce procès. C'est que c'est la première fois où Nicolas a dû produire qui a fait le virement. Et le virement, il n'a pas été fait par moi, contrairement à ce que Nicolas dit. Donc, c'est quand même très bizarre qu'au sein de The Family, il y a des gens
qui ont trouvé tout à fait normal de faire un virement de 50 000 € pour payer un artisan et qui... C'est toi qui l'as demandé quand même. Alors, le virement, oui, c'est moi qui l'ai demandé. T'avais Mais- l'autorité, t'étais quand même, tu vois, on dit Oui, pas non mais à Oussama en attention. 2018, alors qu'il rencontre Emmanuel Macron. Si tu veux. Mais maintenant, ce virement, quand il est fait, il y a un système où chaque virement qui passe, Il est tout le validé, monde, bien tout- sûr. non, mais non seulement il est validé, mais tout le monde reçoit une notification. Pourquoi à ce moment-là, Ah, Nicolas ne m'appelle pas dans la minute C'est quoi en me disant virement pourquoi tu fais un virement à un artisan, un bâtiment, machin. un bâtiment, Ouais, tu vois. ouais. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, Ouais. il tilte pas et que 3 ans après, Ça devient un problème. ça devient un problème? Ouais, bien sûr. Il fallait retrouver tout l'historique et trouver tous les grains de sable sur lesquels il pouvait réinterpréter. venir te Exactement. chercher. Exactement. Et c'était considéré comme étant un prêt. Ouais. Ouais. Et moi, ça m'intéresse que ce soit un prêt. Hein. Bah ouais, bien sûr. Parce que je me dis, bah, le reste, alors c'est pas un prêt. Ouais, évidemment. Donc on a peut-être un sujet juste de remboursement, effectivement, et me demander une perte de chance, c'est peut-être pas légitime. Petit aparté, vous êtes très nombreux à nous regarder, on en est très heureux, mais vous n'êtes pas assez nombreux à vous abonner à notre chaîne. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et aussi, allez dans le monde physique, allez dans les kiosques pour découvrir notre dernier numéro, Avis de tempête sur votre argent. Il est dans tous les kiosques, il va partir très vite. Allez le lire. Merci beaucoup et bonne continuation. Et parlons-en de ce remboursement. Toi, tu dis, ouais, ce 1,9 million, effectivement, j'ai reçu, j'ai pas pu le déployer. J'étais en crise avec The Family me devait de l'argent, etc. J'ai considéré que je pouvais le conserver. C'était un espèce de, je sais pas, butin de guerre ou quoi que ce soit, le leverage, ok. Toi, tu voulais faire quoi vis-à-vis des actionnaires du SPV, etc. C'était quoi ta position et aujourd'hui Moi, ma position, j'ai jamais trop compris. Alors, déjà, il y a 3 choses qui m'ont profondément déçu. La première chose, c'est qu'il y a personne qui m'a écrit pour me demander ma version des faits. Ça, je trouve ça d'un honteux. Même la justice en veut pas de ta version des faits. Donc, ouais, non, mais si tu veux, en fait, il y a un moment, tu es actionnaire d'un SPV, on vient de dire que l'autre, c'est un fou, qu'il a volé et tout. Tu dis, ah oui, ben merci beaucoup. Ah, Nicolas, il fait des emails incroyables, impeccables. Ouais, bon, ok. En fait, si t'es pas capable de te faire ta propre opinion. Et d'ailleurs, il y a pas mal de membres de ces SPV qui ont fait cet exercice, qui sont devenus des amis. Nicolas, dans un email récent à Allison, dit que ces gens-là sont en prise. C'est-à-dire que les gens qui sont d'accord avec moi et qui comprennent la situation business et qui comprennent que c'est The Family qui leur doit quelque chose, ils sont sous emprise. Alors que les autres, ils sont Mais éclairés. les autres, ils sont éclairés par Alice et Nicolas. Bon, ok. Je tiens à dire que quand même, parmi tous les dossiers qui un jour sortiront sur The Family, sur ces sujets d'emprise, etc., la personne qui avait systématiquement des problèmes avec tous les employés de The Family, avec des problèmes de harcèlement, de ça va trop loin, etc., c'est jamais moi, hein, c'est Alice. Hein. Ouais. Donc il y a un moment, en fait, sur ces sujets d'emprise, d'émotion, moi je vais jusqu'à la mort sur tous les ennemis, etc. C'est pas moi qui ai eu le moindre problème avec le moindre personne qui un jour a quitté The Family. C'est pas moi qui me suis mis à dos toutes les meufs qui travaillaient chez nous. C'est Alice, tu vois. Donc en fait, il y a un moment, si les journalistes enquêtaient ne serait-ce qu'une minute pour vraiment aller chercher le fond des dossiers, c'est ces dossiers-là qui sortiraient. Et donc, première chose, personne ne vient me demander ma vision des faits. Deuxième chose, je me dis, mais attends, que vous le vouliez ou non, vous n'avez pas un contrat avec moi. Donc pourquoi vous n'attaquez pas The Family? Pourquoi vous n'allez pas? Ils ont l'argent. Ouais, mais alors attends, toi, tu veux faire quoi vis-à-vis d'eux? C'est quoi ta proposition à The Family? Ce que tu leur as dit? Ma proposition, il y a eu plusieurs propositions qui ont été de pire en pire. Au début, je voulais juste rembourser les SPV, qu'on passe à autre chose et que The Family m'achète mes actions et qu'on fasse un level up et que les SPV soient remboursés et on passe à autre chose. Okay. Bon, ça n'était pas possible. Après, quand j'ai vu l'ampleur des décisions, des machins qui m'empêchent de travailler, qui m'empêchent de vivre, etc., je dis, vas-y, je suis prêt à renoncer à mes actions de famille, je suis prêt à renoncer à mon manoir, je suis prêt à renoncer à tous mes actifs qui sont frisés. De toute façon, ils sont frisés. Donc, vas-y, je vous donne tout et vous me laissez tranquille. Là, tu étais prêt à tout leur donner? Ouais, j'étais prêt à donc, tout donner. Donc, tu avais quoi, 30% de The Family? Alors non, parce qu'à la fin, avec les dilutions et tout, j'avais 10% x 2, 10% de la holding, 10% du portefeuille. Ok, 20% de peut-être un truc qui vaut 100 millions d'euros, quoi. Donc voilà, 150. et puis j'avais... Grosso modo, il y avait une évaluation juridique qui avait été faite de mon portefeuille dans
affidavit. Ouais. C'était 14 millions d'euros la proposition. Le portefeuille, Ouais, en plus fait, le manoir, le manoir, plus le cash, tous plus les actifs, tous les ensemble, trucs, c'était 15 millions. 15 quoi. millions d'euros. Je proposais de donner tout et qu'on passe à autre chose. Ok. Ça, tu leur as proposé. Je leur ai proposé. Tu leur as dit, mais prenez. Tu Prenez. leur proposes quand? La première fois, je leur propose en 2022, je crois. En 2022, Ouais. au tout début des procédures. Ouais, exactement. C'est-à-dire que peu de choses sont engagées, il y a Ouais. quelques mises en demeure, il y a quelques Ouais. avocats qui ont commencé à rédiger des trucs. Tu leur dis, Exactement. écoutez les gars, Et moi, après, j'ai j'ai mieux fait- à construire. Et après, en plus, eux, ils envoyaient des emails en disant que je répondais à rien, que je faisais aucune proposition et tout. Ça m'a énervé. Et donc, j'ai demandé, parce que tu sais que les propositions sont faites par avocat, Mhm. pour pas que ça te soit reproché d'avoir fait une bien sûr, proposition. bien sûr. J'en ai eu tellement marre que j'ai Tu l'as demandé fait. à l'avocat de faire une proposition officielle, Mhm. publiée, que j'ai publiée sur Ouais, LinkedIn. toi, tu l'as vu, je me rappelle. Ouais. Ouais. Et l'avocat me dit, il faut pas faire ça. Oui, parce qu'en fait, c'est une reconnaissance de culpabilité. Un avocat va dire, Ouais. bah, si vous êtes prêt à transiger, c'est Ouais. que vous avez des choses Ouais. à vous reprocher. Quoi. Exactement, Ça va ouais. vous être reproché. Et si tu veux, j'en étais au point où... Ouais. Et là, tu leur proposes 15 millions Enfin, d'actifs. Ouais, d'actifs mais- au total, le manoir, Ouais. tout. Quoi. Tu renonces Tout. à tout ce que Renonce tu à as tout. construit. Tu Je veux juste repars qu'on me avec ton redonne- ballotin. Je veux juste qu'on me redonne je veux juste tout qu'on me redonne seul. ma liberté, c'est tout. ta Et dignité, qu'on arrête, ta liberté. et qu'on arrête d'écrire à... qu'on arrête d'écrire à tout le monde. Donc, tu leur proposes 15 millions, tous tes Ouais. actifs, et on arrête là. On arrête là. Et eux, ils en ont jamais voulu. Parce qu'eux, ils ont dit, on va les saisir devant les tribunaux, on va machin. Oui, c'est ce que dit Nicolas Mhm. dans son interview. Il faut pas transiger. Ce qui compte, c'est d'aller au bout de la procédure, Exactement. c'est d'obtenir la condamnation. C'est de ça dont tu seras fier Ouais. quand tu pourras faire le bilan de ta vie, etc. quoi. Voilà, Tu leur exactement. proposes ça. Et Ouais. donc, ils auraient pu rembourser les SPV, rembourser même la plupart des condamnations, en fait, parce que ces 15 millions, Ah oui, largement. c'est les 6 plus 7. Enfin, Ouais, bah, ça euh, rembourse largement. on est très tout, bien. Mais eux, ça ne les intéresse pas. Ce qui les Non. intéressait, c'était d'aller au bout, de te voir condamné, Exactement. etc. Et ils sont destructeurs de valeur. D'ailleurs, en termes de responsabilité fiduciaire, j'espère pour eux que j'aurai jamais l'argent de la vraie contre-attaque. Tu vois. Ça leur a Parce que- coûté combien, la cabale contre toi? Bah, juste en cost order, juste en Angleterre, où j'ai Ouais. la liste des costs plus au Caïman, Hmm. on est déjà à 3,5 millions pounds. 3,5 millions De pounds. Ok. Tout compris. Ça, c'est le Caïman. Caïman plus Angleterre. Caïman plus Angleterre. C'est au moins 3,5 millions. Ouais. Tu rajoutes la France, Tu rajoutes où il y la a France. les différentes décisions jusqu'en Mm. cours de cassation qu'on a évoquées. Ouais. Par exemple, l'avocat qui s'occupe d'eux en France, il fanfaronne dans tout Paris que c'est le meilleur client qu'il ait jamais eu, qui paye trop bien, que c'est incroyable, que c'est interminable. Mais attends, The Family, ça existe toujours, mais je veux dire ça. Depuis 2020, il n'y a plus de deal, il n'y a plus de coup d'État, il n'y a plus de Ouais, cash flow, il n'y j'ai- a plus de levée de fonds. J'ai Il bien paye bossé. avec quoi? Hein. Il paye avec quoi? Bah, avec la vente des participations dont il parle à personne. Et d'ailleurs, ça les amène même à faire des choses extrêmement limites. Parce Attends, que, peut-être avant qu'on arrive aux choses extrêmement limites, qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que vous avez construit un portefeuille. Ouais. Tu revendiques une part Ouais. prépondérante dans la construction de ce portefeuille, qui valait plusieurs dizaines de millions, peut-être Mhm. jusqu'à 150 millions. Et eux, ils vendent chacune des participations, chacune des startups, chacune Exactement. des boîtes, petit à petit, pour payer ils ne le disent des pas aux avocats. actionnaires. Ok, Ça, c'est factuel. d'accord. Ils n'ont pas disclose une seule vente aux actionnaires. Tous les actionnaires amis qui ont écrit en disant est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez vendu pour payer quoi, combien sont les frais d'avocat, pas de réponse. Ok. C'est vraiment fou. Et deux, ils vendent sans remords tout le portefeuille. Dès qu'ils ont une opportunité de vendre, ils vendent. Quoi. Avec des décodes, j'imagine. Avec des décotes, avec... je sais pas trop comment ils se démerdent, mais oui. Et tout ça pour payer des avocats. Et tout ça pour payer des avocats et surtout leur salaire. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont encore salariés, tu penses Ils sont toujours salariés, ils touchent toujours leur Combien service agreement. J'ai pas le montant exact. Toi, tu touchais combien à l'époque? Je touchais 25 000 par mois. Je pense pas que ça Euros a beaucoup. Ouais, par mois, ouais. Et c'était le même salaire pour les trois? Ouais. Gros salaire? Ouais. Bon salaire? Ouais. Et donc, eux, tu penses que depuis 2020, c'est possible? Je pense qu'il a pas changé, ouais. Ils sont à 25 000 par mois. Je pense, ouais. Donc, ils Ouais. sont à 300 000 par an. Ouais. Depuis 5 ans. Ouais. Donc, ils sont tous les deux à 600 000. Ouais. 600 000 x 5. Ouais. Ça représente beaucoup d'argent. Bah, quand tu regardes sur Papers, la société Alice Zaguri SAS, Ouais. tu vois, Ah, tout le monde d'accord. peut aller. Ok, d'accord. Ok. C'est pas un document Non, mais privé. excellent, on va y aller. Tu regardes les montants dont on parle de transfert, de parts, de machin. Ok. Les montants sont loin d'être ridicules, quoi.
Ok, donc il y aurait quasiment la même somme. Je ne sais plus combien c'est le capital de sa société On peut maintenant. regarder. Mais donc, il y a 3 millions d'euros peut-être qui sont sortis en salaire pour eux depuis ces 5 dernières années. En tout cas, c'est ta supposition. On pourra leur demander exactement. Et au moins la même somme que pour les avocats, quoi. Ouais. Okay. Alors Nicolas prétend que comme il fait la majorité du travail... Mais là, ce qui est bizarre dans ce que Nicolas prétend, c'est que qu'il le veuille ou non, il y a les cost orders en Angleterre. Oui, donc on a une idée. Donc on a exactement le montant qu'ils ont donné aux avocats, puisque les avocats ne sont pas censés te demander plus que ce qu'ils ont touché. Bien sûr. Tu vois, sinon, ce sera un sacré business, tu vois. Et donc, on sait que les cost orders en Angleterre sont de temps, et on sait qu'au Caïman, les cost orders sont de temps. Donc, ils ont liquidé plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros, etc. Parce qu'en plus... Payer, je sais, en fait, puis en fait, ça les amène même dans une posture où ils prétendent représenter les actionnaires et prétendent faire tout ça pour les pauvres victimes des SPV. Alors que normalement, la décence voudrait qu'ils aient remboursé les gens des SPV par leur travail. Tu vois, parce que ils n'ont pas vu la faute, ils n'ont pas vu la fraude. Normalement, ils devraient avoir produit par leur travail assez pour payer cette fraude, juste déjà pour dire pardon. De ne pas l'avoir vu en tant que dirigeant. Ou au moins appliquer l'ancienne doctrine de The Family qui était de dire on a une nave, cette nave, elle sert à, bien sûr, comme le dit Alice, reboucher les trous. Quoi. Mais soi-disant, rembourser les gens. C'est plus la nouvelle politique. Ouais. Alors que aujourd'hui, c'est au détriment de ces investisseurs. C'est-à-dire qu'on détruit la valeur de The Family, mais que pour des salaires et des avocats, mais des avocats qui... ils ont gagné de l'argent aujourd'hui Non, ils n'ont pas réussi à saisir 1 euro. Ils n'ont pas saisi 1 euro. Donc cette procédure aujourd'hui, c'est une perte sèche. Quoi. Il n'y a aucun gain pour eux. Il n'y a aucun gain. Donc il n'y a aucun bénéfice, aucune valeur qui a été créée. Encore, ils seraient allés chercher beaucoup d'argent chez toi. Je leur ai même proposé, tu vois, comme j'en ai marre de payer les frais de ma holding, je leur ai dit, prenez ma holding. Ils n'ont pas voulu prendre ma holding. Tu leur donnes tout. Tu leur donnes le manoir, tu leur donnes tout ça. C'est-à-dire qu'en 2022, ils ne payent pas les frais d'avocat. Ils ne se payent pas leur salaire. Ils acceptent la transaction que tu leur proposes, les 10, 15 millions d'euros. Ils remboursent aisément les actionnaires des SPV et ils sont une gestion extinctive du portefeuille. Quand il arrive à maturité, c'est revendu et ça va aux actionnaires de The Family. Les actionnaires de The Family, les mecs qui sont rentrés en 2012, 2013, 2014, ils ont touché de l'argent sur leurs investissements ? Non. Ils n'ont jamais touché d'argent. Ils étaient dans l'une des plus belles boîtes de France, dans l'écosystème start-up, qui avait un énorme portefeuille, un espèce de fonds d'investissement. Ils n'ont jamais touché 1 euro. Parce que ce portefeuille-là sert à mettre du pétrole dans la guerre Nicolas contre Oussama pour adoucir leur ego, leur permettre de vadrouiller et d'afficher ta tête sur un piquet qu'ils ont obtenu sans même livrer de combat parce que tu n'avais pas d'avocat. Quoi. Exactement. L'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de bruit, pas d'esclandre. L'image en façade est préservée. Et puis, il y a une deuxième école, qui est l'école des valeurs entrepreneuriales. Les entrepreneurs, globalement, qui me disent, Alice, nous, on a rejoint The Family pour les valeurs, pour faire le business différemment, pour le franc-parler. Donc, ça va faire mal. C'est très chaud ce que tu me racontes comme histoire. Mais il va falloir porter plainte, il va falloir le faire savoir, et on sortira tous grandis de ça. Et voilà. Donc, c'est comme ça que je prends la décision. Ce qui rend malheureux dans la vie, on le sait, c'est le décalage entre les valeurs qui te constituent, ce en quoi tu crois, puis tes actes. Si l'écart il est trop grand, c'est insoutenable. C'est dur d'être parfaitement aligné. Personne ne peut purement parfaitement être aligné. Donc, on prend la décision d'aller vers l'école, les valeurs entrepreneuriales. Ce qui est à ce moment-là aussi une étape, c'est qu'en fait, quand tu attaques, tu dois accepter que en fait, tu es victime. Par stratégie bien structurée pour que j'ai pas d'avocat. D'accord. Et en plus, on le voit dans les vidéos, ils se revendiquent le camp du bien. Quoi. C'est vraiment
Oussama a détourné, il a volé, c'est quelqu'un de très méchant, nous on fait tout pour nos actionnaires, Ouais. c'est pour les gens des SPV, Bah, etc. Justement, tu vois, c'est là où je me dis que donc ils ont besoin d'argent, ils sont toujours en quête de vente. Mhm. Sauf que quand tu es en quête de vente et que tu as besoin d'argent comme ça, tu peux pas être très rentable, donc tu peux pas être très noble. Récemment, ils étaient dans une boîte où ils ont l'opportunité de vendre en secondaire la part de la holding, sauf que il y a un SPV aussi qui a été investi dans cette boîte. Ok, donc sur une même boîte, Sur les mêmes boîtes. tu as The Family qui détient en direct les fameux 5% que vous Exactement. touchez, et tu as un SPV qui détient peut-être 5% aussi Exactement. d'argent investi par des investisseurs. Donc Ouais. là, c'est en échange d'argent et pas en échange de services, Exactement. contrairement à The Family. Ils vendent les 700 000 euros de part de la holding et n'informent pas les membres du SPV. Donc ils ont l'opportunité, ils trouvent un acquéreur Ouais. pour vendre. Voilà. Ils ont la gestion des deux deux lignes, Des deux, ouais. celle qui est en direct pour The Family, celle qui est pour le À SPV. minima, ils auraient dû faire à moitié-moitié, tu vois. Quel valo ils arrivent à toucher? Enfin, ils touchent quoi en cash sur cette vente-là? 700 000 euros et ils doivent avoir 2% de la boîte. Donc, Ok, ils ont touché 700 000 euros Ouais. en vendant. Donc, ils auraient pu faire 350, par exemple, la moitié et pour à le minima SPV. offrir aux membres du SPV la possibilité de rester ou sortir. Ouais. Parce que comme tu connais, Qu'ils choisissent. Peut-être qu'ils ont envie de continuer. Et c'est leur. c'est leur droit. Bien sûr. Ouais. Ouais. Et la boîte a fait faillite 6 mois après. Donc, ils ont pris l'opportunité de sortir. Ouais. Ils Donc Ils prennent l'argent pour eux. Ils savaient l'état de la boîte en plus. Ah, en plus, tu penses que ça a été revendu de manière un peu discutable à quelqu'un qui. Ils ont mis sous le tapis les difficultés et ils voulaient sortir très vite, quoi. Une boîte qui fait faillite 6 mois après, Oui, t'as en des principe, signes, t'as des, 6 mois t'as des avant, signaux faibles, quoi. signaux Sinon, faibles. tu vois pas grand-chose. Ouais. Tu vois. Donc, on peut dire le nom de cette boîte? elle s'appelle Dark. Ok. Les documents, Boîte française? Boîte française, ouais. Ok. Les documents sont disponibles. Donc là, ils agissent. Donc là, c'est de l'argent perdu flat pour les investisseurs du SPV. Encore une fois, je comprends pas que les actionnaires se réunissent pas tous ensemble juste pour les attaquer une fois pour toutes, quoi. À minima, il y a un problème de responsabilité fiduciaire. À minima, il y a un problème de... Oui, c'est-à-dire que tous ces salaires qui sont touchés, la destruction du portefeuille au profit d'une... Je pense que les gens procédure prennent un judiciaire. plaisir malin à me voir me faire tabasser en public. Ça, c'est... On peut le comprendre. Les gens... Non, mais c'est vrai, les gens aiment salir ce qu'il y a de la lumière et de la notoriété, tu vois. C'est sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de plaisir à ça. Le mec qui détourne 1,9 million le même jour que toi, qu'on connaît pas, personne n'en parle, tout le monde s'en fout, tu vois. Ouais. Parce que c'était toi aussi, bien sûr. t'étais l'homme à abattre, que l'écosystème critiquait, etc. Bien sûr. Donc c'est un vrai sujet. Et puis, c'est vrai que bon, la grosse victime collatérale de tout ça, ça a été Christophe, quoi, en fait. Puisqu'ils ont appliqué toutes les méthodes qu'ils ont appliquées sur moi à Christophe, où Christophe avait, pas les moyens de se défendre comme moi. 2, je l'ai soutenu malgré moi, mais je pouvais pas. T'avais pas beaucoup de moyens non plus. Ouais, voilà. Et puis ouais, ils ont été très violents à tel point que ça l'a amené à la liquidation du domaine. Attends, venons-en à cette cerise sur le gâteau. Ouais. Donc, tu as construit ce manoir avec l'argent légitime des sorties de tes investissements perso que tu as fait. Ouais. Et c'est quoi la procédure sur ce manoir? C'est quoi le bisbis juridique qu'on lit partout dans la presse, que tu n'as pas de permis, tu as construit n'importe comment D'abord, ton petit HLM de Normandie. Il faut remettre les pendules à l'heure, tu vois. Moi, j'ai rien construit. Okay. Je suis pas, j'ai pas suivi les travaux. Je sais pas. Tu t'es impliqué quand même? Pas du tout. Alors là, c'est très très mal me connaître. Okay. J'ai envoyé un email de 3 lignes à Christophe. Je lui ai dit, je veux un manoir avec des poutres vikings. On pourra ressortir l'email. Hein. Avec des poutres vikings. Je veux une piscine carrée, c'est plus sympa pour les fêtes. Et une baignoire où on peut rentrer 4 personnes. Voilà. C'est tellement fréquent de prendre des bains à 4. Bon, tu vois. Et voilà, démerde-toi. Et un jour, il y a un manoir qui est là. Bon. Moi, à ce moment-là, j'ai absolument pas conscience que le manoir n'a pas de permis. Tu vois. Qu'est-ce que j'en sais D'accord. Il y a un architecte, il y a Christophe. Ouais. Il a signé, il a fait. C'est pas toi qui es opérationnel sur le truc. D'accord. T'as financé, t'as acheté, ok. Un jour,
on reçoit un email de Nicolas Collin Ok. qui dit, voilà... alors, ça commence d'abord par Collin qui appelle Christophe et qui s'engueule avec Christophe. Et Christophe, il traite Nicolas de connard dans cet appel en lui disant « Oussama vous a fait gagner de l'argent pendant des années. Aujourd'hui, l'argent sur lequel vous vivez, c'est celui d'Oussama. Je ne sais pas si Oussama il a détourné 1,9 million ou pas, je m'en fous complètement. Moi, je viens d'une époque où on est loyal. On ne retourne pas sa veste quand ça va mal. Donc, mettez-vous d'accord autour d'une table de qui doit qui à quoi. Mais si l'histoire, c'est qu'Oussama vous doit tout et vous, vous lui devez rien, vous êtes vraiment des enculés. Parce que c'est pas possible. Je vous connais tous. Je sais quelle valeur a été créée par Oussama. Je sais ce que c'est de faire un business. Je sais ce que c'est de prendre des décisions un peu border. Moi, je suis de la grande époque. Christophe, il a eu un business coté au Nasdaq. Hein. Donc, tu lui fais pas, en fait. Et il dit, vous avez vraiment un comportement de petit fonctionnaire. Vous êtes des mères. Bam, il raccroche. Ouais, Collin... il a un nouvel ennemi, tu vois, activé. Et donc, première attaque de Collin, Collin appelle la direction départementale de la sûreté et il dit, voilà, c'est un établissement qui accueille du public. Je n'ai vu nulle part les messages, tu sais, les panneaux sorties obligatoires, les trucs ERP. J'ai appelé les pompiers, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais fait de trucs ERP, etc. Donc, il faut aller visiter. Il y a un matin la police qui débarque avec contrôle de sécurité, machin. Il a ce pouvoir-là, Nicolas ? Inspecteur des finances, hein, tu prends... donc, il a fait l'ENA, il a des réseaux... Puis Jean-Jacques Augier, quoi. Je pense que Collin, bon... Je pense que Jean-Jacques Augier, c'est un sacré loulou, tu vois. Ouais. C'était donc, le trésorier de Hollande. Il travaillait en Chine, il a eu des libraires en Chine. Il a eu lui aussi ses holdings au Caïman. Il a eu ses holdings au Caïman. Je n'en vois pas la pierre. Bon, à mon avis, il a un relais ou deux, quoi. Ouais, d'accord. La nana vient, Christophe pète un câble sur la nana. Et Christophe dit à la nana, mais attendez, vous êtes là en train de me faire chier pour établissement. Nous, on est un gîte, il n'y a jamais plus de 2 personnes par chambre. On ne reçoit pas du public. On reçoit pas du public, on n'est pas RP. La meuf, elle dit, mais c'est vrai ça. C'est qui a produit ? Et donc, elle se sent instrumentalisée, elle repart, et il ne se passe rien. Et là, on oublie, nous, cette inspection, on ne fait même pas le lien avec Collin, et on reçoit un email de Collin, tout fier, qui explique qu'il a fait envoyer cette inspection. Il l'assume. Il l'assume. Et que, en fait, il a été regarder les permis, les cadastres, les machins, les trucs, et il s'avère que le domaine d'Ablon n'a pas de permis. Et que le manoir non plus. Et là, en fait, à ce moment-là, moi, je découvre par cet email le problème. Donc, je demande à Christophe, je lui dis, machin. Christophe, il me dit, mon Ous, voilà, si on avait demandé les permis, on les aurait jamais eu. Tu comprends, il faut que ça avance. Moi, j'ai compté régulariser le zonage après. C'est très courant en France. Il n'y a pas de problème, etc. Donc, Christophe répond à Collin en mode « va te faire foutre ». J'ai eu un maître d'œuvre qui m'a dit que 80% des constructions étaient avec des permis en régularisation. Ouais. C'était effectivement un truc très courant et souvent accepté. Ouais. Et puis, comment il s'appelle Christophe répond pas vraiment à Collin. Et là, il y a un des avocats, mes avocats à moi, qui répond « il est psychiatrique, le mec. Il a un actif qui est le domaine d'Ablon et il veut maintenant le raser. » Il est censé représenter les actionnaires. Il est en train de réduire la valeur du seul truc qu'il peut saisir en France facilement s'il gagne. Que tu lui as donné en plus. À l'époque, je ne l'ai pas encore donné. Tu vois, okay. Tu vois, c'est le problème des timelines. Mais attends, pourquoi à l'époque ? Tu m'as dit que dès 2022, tu lui donnais. Oui, mais là, on est en 2021. Ah oui, d'accord. C'est très vite. Il attaque extrêmement vite le domaine d'Ablon. D'accord. Bon, Christophe, machin. Il s'avère qu'à ce moment-là, Christophe est en négo avec une banque que je lui ai présentée pour étendre le domaine. Cette négo se passe bien. Christophe, il est un peu chiant avec ça, mais c'est sa personnalité. Il commence à dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Parce que pour lui, ça y est, le deal, il est fait. Le banquier, il est venu, il lui a dit on envoie la term sheet. Lui, il a déjà l'argent sur le compte. Et là,
Colin dépose plainte pour faux et écriture en faux entre le manoir et nous, je sais pas quoi, j'ai jamais trop compris de quoi il s'agissait. Et il attaque Christophe pour blanchiment en bande organisée. Et il met dans la boucle un des actionnaires du domaine d'Ablon, qui était le plus gros actionnaire après moi, dont on taira le nom. Il a déjà assez de problèmes, le type. Et lui, il prend méga peur. C'est un gestionnaire d'un grand fonds. Donc, il se dit, putain, je suis impliqué maintenant dans une affaire pénale, blanchiment, bande organisée et tout. Et le procureur va savoir pourquoi. Il se saisit du dossier. Et là, à partir du moment où il y a une menace pénale comme ça, tu connais les banques. Ah, bien sûr, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et nous, on se retrouve au milieu du gué avec ça. Et là, il faut soutenir Christophe. Et on n'arrive pas à soutenir. Christophe a déjà une partie du domaine d'Ablon qui est en plan de sauvegarde, parce qu'il a eu un problème avant le Covid. Il n'arrive pas à honorer l'échéance du plan de sauvegarde. Liquidation du domaine d'Ablon. Cette liquidation va être l'occasion pour Colin de pouvoir venir dire qu'il avait raison depuis le début, que vous voyez, etc. Et pendant le même moment, il y a les attaques sur le manoir. Alors, la communauté de communes s'était saisie du problème. Mais attends, sur la liquidation, le manoir, il générait de l'argent quand même. Pourquoi C'est le manoir, c'est pas le domaine. Ok. Il n'y a pas de... Et non, il générait pas d'argent. On n'a jamais... D'abord, il a été sous administration pendant un an, on ne pouvait pas le louer. Ah oui, la fameuse administration. Ouais. Ah oui, donc là, ils t'ont asséché les financements. Bien sûr. L'administration, ouais, bien sûr. Bah oui. Quand ils ont gagné en première instance, c'est Et perdu en ensuite, cours on n'a d'appel. jamais réussi à avoir une assurance. D'accord. Parce qu'ils ont bien fait en sorte, avec tous les articles dans le Figaro et tout, de nous empêcher de pouvoir avoir une assurance. Ok. Donc, si tu n'as pas d'assurance, tu ne peux pas louer. Donc, ça a été extrêmement compliqué. On n'a pas réussi à produire des revenus avec le manoir. D'accord. À cause de tout ce bordel. Et alors, la communauté de communes qui, elle, n'était pas très intéressée par le sujet, le maire d'Ablon, il pensait qu'on allait régulariser et tout. Quand il y a 20 articles du Figaro, elle est obligée d'avancer, tu vois. Truc. Et d'ailleurs, Nicolas et Alice, donc, première décision destruction, je fais appel, deuxième décision de destruction, là, il y a quelques mois. Et donc, moi, je me dis, bon, voilà, ils me disent que je détruis, je détruis. Il y a une décision de justice. Mais la liquidation, elle a eu lieu ou pas alors ? De domaine ? Ouais. Oh, ça va prendre des années. Ah, ça va prendre des années. Parce que le problème, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que domaine d'Ablon n'est pas en liquidation. Ouais. C'est une filiale du domaine d'Ablon qui est en liquidation. Qui détient quoi ? Qui détient une partie de l'immobilier du domaine d'Ablon. Ah oui, d'accord. Donc c'est un bordel. Ouais, bien sûr. Juste pour faire la... Parce qu'en plus, le tu vas pas cadastre... vendre juste un truc... Ouais. Sans... On n'est pas sorti de l'auberge avec cette histoire. Et donc, par contre, c'est l'histoire du permis qui, elle, est arrivée à Exactement. conclusion. Par-dessus tout ça, donc, Christophe a fini en garde à vue plusieurs fois à cause de cette instruction pénale. Pendant son cancer, Nicolas n'a pas arrêté de le harceler. Les AG pas en place forcément à cause de son cancer, il se fait harceler. Le domaine d'Ablon est plus géré, il se fait harceler. Enfin bref, il y a une espèce de climat complètement fou en fait autour de ça. Et décision de destruction du manoir qui est rendue contre moi. Et alors là, moi, en fait, depuis le début, il y a trois choses. C'est que, localement, on m'explique que les francs-maçons locaux sont impliqués, que... Mais alors, attends, dis-moi, c'est quoi ça ? Bah, tu peux pas lâcher un truc comme ça moi, nonchalamment. On m'explique, grosso modo, qu'il y a une loge dans le coin et que cette loge, elle a des membres qui veulent récupérer le domaine d'Ablon et qui sont alignés avec un des avocats de The Family qui s'appelle Jean-Pierre Mattei. Et que Jean-Pierre Mattei, il a le bras long, il connaît tout le monde dans la région. Et si tu vas chercher qui est Jean-Pierre Mattei sur Google, sais-tu qui est Jean-Pierre Mattei ? Pas bien. Tape juste Jean-Pierre Mattei, fraude au jugement. Ok. Et tu verras qu'il est poursuivi par Total. Et ça, c'est l'action. Ça s'invente pas quand même. Ça, c'est le grand consigliéré de l'affaire The Family qui écrit, qui essaye de convaincre les gens qui ont des dettes sur Téléma de liquider Téléma, machin. Et en fait, au moment où il y a la destruction, moi, je décide de détruire le manoir. Un procès pour tentative d'escroquerie et de corruption contre Total Energy sous ce lundi. Effectivement, je vois ça. Et là commence comment ça s'appelle ? Commence le bordel
de la destruction. Et donc je dis, moi, si je suis condamné à détruire... Jean-Pierre Mattei est jugé pour corruption passive et tentative d'escroquerie en bande organisée, Voilà, au même titre que les 2 autres arbitres choisis. D'accord. voilà. Et c'est lui qui conseillait The Family. C'est lui qui conseille, D'accord. c'est lui qui avait fait la pression sur les gens qui ont prêté de l'argent à Téléma pour construire le manoir, Ok. pour qu'ils mettent la boîte en liquidation. Ok. C'est lui qui a envoyé des emails à mon entourage pour leur dire que je suis un escroc. Enfin, tu vois, Ok. il est main ouvrière dans tout ça, quoi. D'accord. Mais tu sais, quand tu m'as parlé de ça, moi, je me suis dit, le pauvre Oussama, il est fatigué. Ça fait des années qu'on le harcèle judiciairement. Il est en train de développer un complexe paranoïaque. Il voit des Illuminati, des francs-maçons contre lui partout. Je me dis, mais mec, non, juste, t'avais pas le bon permis. Ils sont allés au bout de la procédure, etc. C'est assez rare, c'est vrai, etc. Et il y a eu un élément, je me suis dit, mais attends, en quoi ça regarde The Family, cette histoire du manoir, en fait? Mais pourquoi ils voudraient le détruire? C'est tellement absurde. Au contraire, ils devraient le protéger, ce petit bijou qui vaut de l'argent, qui peut être vendu, etc. Et donc, pourquoi cette cabale pour aller le détruire? Pourquoi il serait derrière? Ça, c'était pas rationnel pour moi. Et là, j'ai vu le message qu'a posté Alice en réponse à un commentaire LinkedIn. Je me suis dit, mais attends, pour quelqu'un d'extérieur à cette histoire, elle connaît vraiment bien les sujets de zonage, quand même. Et elle dit, on pourra retrouver exactement, mais elle dit, oui, il est possible de faire des demandes pour régulariser un permis dans certaines circonstances, etc. etc. Et je me suis dit, ah oui, en fait, il y a The Family, et tu viens de le décrire là, est lourdement impliqué dans ce qui est en train de se passer au manoir d'Ablon. Oui, et puis, je veux dire, tu crois que le Figaro fait la une sur un problème de permis en Normandie sans que personne ne demande une faveur ou un service? Je veux dire, on est dans un écosystème où des problèmes de permis, de construction, et à tout le moindre milliardaire dans ce pays, on a. Évidemment. Il me semble pas que le Figaro fait 3-1 sur le sujet. Bien sûr. Et imagine l'impact délétère que ça a sur les politiques. Il y a même eu un changement de zonage dans ton affaire. C'est-à-dire que quand vous avez construit, vous étiez en zone constructible. Ouais, et après, c'était en zone non Et après, en littoral. Bizarrement, l'intercommunalité a décidé de changer le zonage en disant non, mais les prés qui étaient là, finalement, c'était vachement bien d'avoir des prés, donc on va interdire la construction là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de faisceau d'indices d'étoiles noires qui s'alignent. Et en fait, je pense qu'ils ne s'attendaient pas au fait que j'applique la décision de justice, parce que les gens imaginent que je ne respecte pas les décisions. Elle s'est énervée en comprenant que tu allais respecter la loi. Et donc là, ils m'ont attaqué au tribunal de Lisieux le 10 décembre dernier pour m'empêcher de détruire le manoir. Incroyable. Et d'ailleurs, ils ont essayé une manœuvre de me faire poser un recours devant le Conseil d'État pour obtenir le report, machin, de l'audience, pour ensuite, à l'audience, ne même pas respecter l'accord qu'ils ont pris avec moi. Alors moi, je croyais qu'en termes de confraternité, il y avait des règles, on se respectait les accords entre avocats. En fait, même dans l'affaire The Family, non, même ça n'existe pas. Et donc voilà, donc j'ai eu un report. Même le procureur de la République a dit, je comprends pas. Le mec, on lui demande de détruire sa maison, et il dit, je vais la détruire. Maintenant, on veut l'empêcher de détruire, ça devient absurde. Et donc voilà, donc le 29 janvier, je vais détruire le manoir. Enfin, alors, les gens sont un peu débiles, je vais pas faire exploser le manoir. C'était de l'IA dans la vidéo. C'est comme les politiques locaux ne semblent pas comprendre. Il va pas y avoir une seule pierre de brisée le jour de la soirée. Détruire le manoir, ça prend 6 mois. Ça demande de faire affaire à des spécialistes qui savent couper le manoir, récupérer les éléments nobles. Il y a des salles de bain valorisées, il y a une baignoire à valoriser, il y a beaucoup d'éléments à valoriser. Vous allez revendre tout ça petit à petit. On va revendre tout ça petit à petit. Payer les créanciers de la société. Exactement. Et puis voilà. Enfin, mais ça aurait eu plus de valeur de le vendre s'il n'y avait pas eu tout ce bordel. En tout cas, The Family prétend ne pas être responsable de ce bordel. Et aujourd'hui, moi, je sais qui sont. The Family, Nicolas, Alice, voient cette vidéo, ils se disent, mais faut empêcher ce manoir d'être détruit. Oussama, allez, on se tape dans la main, on oublie. Il y a une procédure dans laquelle tu n'es pas obligé de démolir, dans laquelle ça vient désintéresser les créanciers. Moi, je pense que là, s'ils rachetaient
S'ils acceptaient un deal avec moi où ils prennent le manoir, ils font la paix, ils changeraient le zonage sans problème, ils régulariseraient le permis et ils vendent ce manoir. Alice disait 15 millions d'euros de valeur. Je pense qu'elle a fumé, mais je pense que ça se vend bien 6-7, ouais. Ouais, donc c'est plusieurs SPV, Ouais, c'est plusieurs SPV, tous les sujets qu'on évoquait Ouais, tout à l'heure. Quoi. Exactement. Ouais. Et alors, c'est la fin de l'arc narratif, la destruction du manoir. C'est En né tout là, cas, ça moi, se détruira là. moi, c'est la fin de ma relation avec la France. Ouais, ça après, c'est- après t'as plus d'intérêt Moi, ici. Quoi. j'ai décidé de plus faire de contenu en français. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, t'abandonnes même la communauté. Ouais, je pense que c'est bon. L'arc, il est fini. Ah ouais. Ouais. Bah, Ouais. les ennuis judiciaires, peut-être pas. Bah écoute, s'il y a des ennuis judiciaires, je prendrai des avocats. Ouais. Il reste le pénal. Je suis assez confiant sur Ouais. l'affaire pénale parce que je Pour sais. l'instant, il y a rien. Oui, puis il y aura quelque chose. Tu penses qu'il y aura quelque chose? Bah, je vois pas pourquoi il y aurait pas quelque chose. Nicolas, il les harcèle toutes les semaines. Il y a un moment, de toute façon, ils auront le pouvoir de la citation directe. Hein. Oui, c'est vrai que c'est bizarre que ça soit toujours pas passé par là. Ouais, à mon avis, ils vont finir par. Bien sûr. Bah, je pense qu'ils rêvent d'un juge d'instruction qui prend le dossier. De lui-même. Ils se sont portés partie civile pour forcer la nomination d'un juge d'instruction, mais il n'y a pas eu de mise en examen encore. Ils rêvent d'une mise en examen. Est-ce qu'ils vont obtenir la mise en examen ou pas? De toute façon, s'ils obtiennent la mise en examen, moi, je vais me défendre comme un fou. Ah, bien sûr. Et surtout, je tomberai pas seul. Parce que, qu'ils le veuillent ou non, ils sont dirigeants de cette société. Et les dossiers, tu vois, dans le cadre d'une procédure pénale comme ça, c'est fini. Là, tu sors tous les couteaux. On en a vu pas mal. Hein. J'ai jusqu'à présent été extrêmement raisonnable. Tu vois, je ne sais pas. Nicolas Dix se fait insulter toute la journée sur Internet. Je pense que j'ai encore du potentiel. Je pense que je peux aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'ils ont subi jusqu'à présent. J'ai fait preuve de beaucoup de retenue jusqu'à présent. S'il s'avère que ma liberté est mise en cause, tu vois, là, je vais devenir fou, forcément. Tu penses qu'il y a encore des épisodes peut-être à venir? C'est probablement. possible. Quoi. En tout cas, la meilleure chose qui puisse m'arriver pour préparer ces épisodes, c'est de redevenir riche le plus vite possible. Ça, c'est le point le plus important. Je pense pas que miser sur la France soit le bon cheval en ce moment. Et je pense que de toute façon, cette communauté, cette fameuse communauté de gens qui soi-disant me soutiennent, etc., tu sais, on dit il n'y a pas de parole d'amour, il n'y a que des gestes d'amour. J'ai pas vu de véritable retour par rapport à ce que j'ai donné pendant des années. Il a suffi d'une seule accusation pour qu'aucun entrepreneur de The Family, pratiquement par 3-4, continue de me parler. L'un des rares qui continue à me parler et me défendre publiquement avec énormément de courage, on le connaît en commun, il se fait taper dessus toute la journée parce qu'il fait ça. La violence mafieuse de l'écosystème français qui veut... pour te dire, un ami en commun a liké un de mes posts et il est en train de racheter une boîte avec Rothschild. Et le banquier lui dit... peut pas faire le deal, vous likez les posts de Saint-Bernard. Si tu veux, on en est là, en fait. Ouais. On en est dans cette... En fait, les gens ne se rendent pas compte du niveau de gens dans l'ombre qui œuvrent en permanence pour me donner des coups de couteau. Je suis pas un punching ball. De toute façon, moi, contrairement à eux, je sais opérer dans d'autres cultures, dans d'autres langues. Je parle arabe, je parle anglais, je parle russe maintenant. Tu vois, il y a un moment, j'ai une relation quasi toxique avec la France, qui est cet ex dont j'arrive pas à me libérer. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est que des emmerdes dans ma vie, mais je n'arrive pas à en sortir. Et je pense que le manoir, ça a été le wake-up call. Ouais, le wake-up call. Je dis, vas-y, mais casse-le et passe à autre chose, en fait. Ouais. Donc il va être détruit. Et en fait... tu vois, je fais des vidéos sur YouTube pour me faire insulter par des mecs qui font des vidéos disant que je suis un mytho. Bon, écoute, j'ai pas besoin d'eux. Il y a un moment, En fait, il y a un moment, le problème, c'est pas les gens qui font les vidéos. Là, il y a encore une vidéo qui est sortie sur moi là, par un mec qui s'appelle Mousse. À peu près tout ce qu'il dit dans la vidéo, il y a des témoins de gens qui savent que c'est réel.
Hmm. Il n'y a pas un seul de ces témoins qui va venir en commentaire et dire « J'étais là avec lui, j'ai vu ça. » Mousse a fait une vidéo sur toi, hein? Ouais, avant-hier, ouais. Ok. Voilà, ouais, si tu veux. Et en fait, moi, mon problème, c'est pas Mousse. Mousse, tu vois, il fait ses petites vues, il vend ses petits produits pourris. Il a besoin de se mettre sur les épaules d'un mec et de dire « Ah, regardez comme je suis fort. Ça, c'est le rôle de l'Internet. Mais la différence entre, par exemple, les Émirats, les US ou la France, c'est qu'aux US, les gens qui me soutiennent, ils viendraient fracasser le mec. En France, c'est toujours la majorité silencieuse. C'est toujours, les gens sont toujours extrêmement, tu vois, lâches, silencieux. La fameuse histoire avec les Yakuza, il y a une CEO qui était là. Jamais elle va dire qu'elle était là avec moi. Le fameux truc à Ivry où j'ai été récupérer mon ordi, il y a un mec qui était avec moi. Jamais il va dire qu'il était avec moi. Et d'ailleurs, je leur en veux Ça pas. te fait du mal. Comment ? C'est marrant que tu rumines. Ah, mais c'est plus que je rumine. En fait, il y a un moment, si ça n'avait pas un impact sur mon business, je m'en foutrais. Mais il y a un moment... Ça te nuit. Ça te nuit parce qu'il n'y a aucune histoire alternative. Et les gens ne se rendent pas compte. Le fond de commerce de quelqu'un, c'est sa confiance. Et sa capacité à produire de la confiance. Moi, la confiance a été détruite parce que mes associés sont venus dire que j'étais un voleur. Normalement, on devrait avoir 2 personnes qui disent que je suis un voleur et 280 entrepreneurs de The Family qui disent bah, c'est peut-être un voleur, mais j'aurais rien pu faire sans lui. Et les gens pourraient avoir une vision nuancée du personnage Oussama. Ils pourraient se dire ok, c'est bizarre, il y a une histoire qui a l'air louche là. Bon, ils ont peut-être tous les deux leurs torts. Je suis pas un saint, hein. J'ai mes torts. Hein. Je sais pas. Eux aussi. Mais le fait que t'as personne qui vient et qui dit niveau valeur produit, c'est rien du tout cette histoire, et ben ça fait que les gens qui viennent de l'extérieur et qui évaluent l'histoire, ils ont un truc monotone, mono-histoire. Et moi, j'ai beau dire, tu vois, par exemple, la dernière fois, dans une du deal, là, le mec, je lui dis, bah, c'est moi qui produis la majorité de la nave. Il me dit ouais, mais il n'y a rien pour le prouver. Il me dit, c'est bizarre, on n'a pas une seule lettre d'un entrepreneur disant que... Tu vois, pour lui qui est un étranger, il se dit, normalement, si t'as aidé un mec dans sa boîte, il n'a rien à voir avec ton histoire, il vient à minima donner sa version en équilibre, en disant, moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne demande pas aux entrepreneurs de venir dire que je suis innocent. Je demande aux entrepreneurs de dire juste la vérité de la valeur qu'ils ont reçue de moi. Pourquoi ils sont allés chez The Family, exactement. etc., quoi, évidemment. Tu vois, pour que quand Nicolas sorte un livre où il explique en fait que j'ai servi à rien, qu'il y a beaucoup de gens dans l'écosystème qui disent non, c'est faux. Vous pouvez pas lire ça. Et maintenant, ce livre, tu vois, tu as Netflix qui est en train de l'évaluer pour faire une série. Non. Si. Donc, sur la base du livre. Sur la base du livre, ouais. Ah, bah ouais, parce que évidemment, ces mecs-là, ils ont besoin d'une base, tu vois. Donc après, ils disent ah ouais, mais toi, il faudrait que tu écrives ton livre. Mais oui, bien sûr, parce que normalement, c'est à moi de venir défendre mon histoire. Non. Normalement, je devrais être porté. Et donc, je dis ça vraiment sans rancœur, c'est que j'ai fait un calcul. C'est que je me suis dit, si dans les 5 prochaines années, j'apporte autant de valeur que j'ai apporté à la France que les 10 dernières, et que j'en retire le même bénéfice, à savoir rien, bah peut-être qu'il est temps que j'apporte cette valeur dans des cultures où la culture est tellement transactionnelle que jamais on te laisse partir sans valeur et sans argent. Et donc, ça demande de reprendre à zéro, ça demande d'abandonner sa facilité. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait dans les 5 dernières années, parce que c'est dur. C'est hyper dur de commencer dans une nouvelle langue. C'est hyper dur de construire une brand ailleurs. Ah, bien sûr. Enfin, tu vois, mais en fait, je me rends compte que si je le fais pas, je vais jamais m'en sortir. Je vais tourner en rond tous les ans, dans la même histoire, dans la même situation, avec les mêmes gens, avec la même hypocrisie. Et je commence un peu à en avoir marre d'être Pornhub de l'écosystème français, parce qu'ils sont tous là à regarder mes vidéos toute la journée, mais jamais de la vie ils vont le reconnaître. Et ma vocation, c'est pas d'être Pornhub, tu vois. C'est pas d'être un truc honteux que les gens... tu vois, que les gens disent et essayent d'effacer après en mode non, c'est pas... Mais non, j'ai pas entendu ça chez Oussama, tu vois. Ouais. Bon, donc l'histoire s'arrête. Et l'histoire s'arrête avec la France, avec le manoir. Et le puis, manoir, Christophe. Christophe, il va pas survivre au manoir. Les médecins ont commencé la sédation hier. Il va mourir dans les jours qui viennent, quoi.
Donc, Une histoire et tu vois, humainement tragique. une des raisons pour laquelle Christophe a vraiment tout fait pour que je continue à garder espoir dans la France. Christophe, il m'a cassé la tête avec ça en me disant tu peux pas abandonner la France, les entrepreneurs français ont besoin de toi. En fait, on m'oppose souvent des trucs de devoir. Et en fait, récemment, je me suis dit mais les gars, je suis pas un service public en fait. En fait, je dois rien. Non mais tu vois, on me dit ouais mais les entrepreneurs ils ont, mais s'ils avaient besoin de moi, ils avaient qu'à. Ouais, et puis c'est bon, ils t'as avaient payé, dit, quoi. ouais, c'est bon. Enfin, tu vois, il y a un moment. C'est pas. Tu fais une formation. Tu sais, on en parlait avant que l'émission démarre. C'est. Par exemple, j'ai fait une formation qui s'appelle Business Pro. C'est 100 heures de vidéo pour apprendre l'IA en 2021. À une époque où on parlait pas encore autant de l'IA qu'aujourd'hui. Les mecs, ils t'expliquent qu'en fait, t'es un arnaqueur parce que tu fais vivre du rêve à des gens qui sont pas capables et tu leur vends une formation 500 balles. Et que t'es un escroc. Tu dis alors attends, je te fournis 100 heures de vidéo calibrées, organisées, du savoir, des années, de la, tu vois, de la finesse. T'es d'accord, pas d'accord, t'as qu'à pas payer. Mais tu payes, tu machin. Et toi, t'es sur le côté, t'es témoin et tu viens dire ah, t'es un escroc. Mais il y a un moment, c'est hyper dur comme mot. Il y a un moment, c'est quand même vachement dur de te passer ta journée à te dire en fait, quoi que tu fasses, quelle que soit la forme de valeur que tu apportes, la seule chose que l'écosystème te donne, c'est des mecs qui viennent et qui peuvent se permettre d'expliquer très doctement qu'était un escroc. Bah, le problème, c'est que toi, tu te dis, ouais, bah, en fait, j'ai pas vendu à la bonne cible. En fait, pourquoi je me fais chier ? Pourquoi je me fais chier à parler au moldu, en fait ? Il y a un moment, si les gens trouvent que c'est de l'escroquerie, que ça vaut pas, très bien. Tu gardes le savoir, tu l'utilises ailleurs, tu le valorises autrement, etc. Et je pense que l'IA est un véritable game changer dans sa capacité d'orchestrer de la production pour des gens qui ont plein d'idées. Et je pense que là, j'ai une fenêtre assez unique. C'est qu'avant, le leverage, c'était la communauté. Parce que la communauté, c'était le leverage sur lequel tu t'appuyais pour produire ce que tu ne pouvais pas produire par ton travail. L'IA va permettre à des gens comme moi de se débarrasser de la communauté, d'être beaucoup plus transactionnel. Tu vois, par exemple, j'ai lancé un business SaaS sur lequel il n'y a pas ma photo, il n'y a pas ma tête, et il y a une courbe de revenus comme ça. C'est hyper enthousiasmant. C'est hyper enthousiasmant de savoir qu'il existe un truc qui ne dépend pas de ta personal brand, mais vraiment de tes compétences et ta capacité à créer un product market fit. Là où avant, pour le marketing, tu avais besoin d'être community driven parce que le filtre de la communauté avait été nécessaire pour produire un message. Maintenant, avec les agents IA, tu produis des influenceurs en IA qui font du contenu en UGC en IA, qui produisent du marketing pour ta création et qui à aucun moment ont besoin de prononcer le nom Oussama Hamar. Et c'est hyper enthousiasmant parce que d'abord, Nicolas Collin ne sait pas où envoyer une lettre. donc c'est truc. Et puis, ça permet de démontrer des skills que tout le monde remet tout le temps en cause, en fait. Tu vois, en termes de capacité de product market fit, de développement, de création de valeur, de programmation, de gestion, etc. Avant, pour faire ça, il fallait des dizaines de personnes. Là, ils sont avec l'IA, la productivité a explosé, évidemment. L'avant-après, il est complètement fou. Et d'ailleurs, je pense que la vraie inégalité à l'ère de l'IA, c'est la disponibilité d'esprit. Il y a un mec qui a écrit un article récemment, il dit c'est l'histoire d'un mec qui ouvre un terminal IA, il commence à prompter, et le monde commence à apparaître devant lui de possibilités, et là, son bébé se met à pleurer et il va le calmer. Et il disait que c'est aujourd'hui ton enfant qui te coupe dans ta production, c'est le vrai désavantage concurrentiel. Parce que comme il n'y a plus de friction dans la production, la moindre friction du monde réel te désavantage par rapport à celui qui n'a aucune friction. En gros, un gamin de 19 ans qui n'a aucun problème. Et je pense qu'on rentre dans une époque où il faut vraiment réduire son taux d'emmerde. Et là, t'en as beaucoup trop. Ouais, par définition, en fait. Ouais, évidemment. T'as le temps, ces 5 dernières années, l'argent, le temps, exactement. La charge mentale, tout ce qui t'a été pris dans The Family. Et donc, en fait, il est temps que je prenne une posture radicale par rapport à ça, quoi. Bon.
J'essaye de résumer peut-être Vas-y. l'affaire The Family et ce qu'on Ouais. s'est dit là. Ouais, avec grand plaisir. Parce que mine de rien, ça fait 2h30 qu'on parle. Presque 3. Presque 3. Donc, tu rencontres Alice. Ouais. Tu as envie d'en faire un business. Celui d'accompagner le plus grand nombre d'entrepreneurs possible. Des gens talentueux, des grosses cohortes chaque année. Tu vas chercher Nicolas Collin pour qu'il se joigne à vous. Ça se passe très bien, très vite. Beaucoup d'entrepreneurs veulent venir chez vous. Vous allez connaître une forte croissance, de très beaux bureaux, des side business qui rapportent de l'argent, et vous commencez à faire des levées de fonds. Les levées de fonds vous servent, comme toute start-up de croissance, à accélérer. Et comme il y a parfois des tensions de trésorerie, certaines levées de fonds servent à payer le fonctionnement de la société. Que ce soit les levées de fonds pour la holding The Family ou les levées de fonds dans les SPV. Et cet argent des SPV, il est utilisé pour payer les salaires des uns, les loyers, etc., etc. Et le raisonnement de The Family, c'est de se dire de toute façon, on est en train de créer tellement de valeur. À la fin, tout le monde sera remboursé, tout ce qui sera dû sera payé. Il n'y a pas de difficulté avec ça. 8 ans plus tard, t'en as un peu marre, t'es fatigué, t'as porté le truc, tout seul, quasiment à t'écouter. Les autres ont certainement eu de la valeur, mais en tout cas, t'es l'homme clé de cette aventure. Tu fais savoir à tes associés et à ton actionnaire principal que tu vas t'en aller. Ça crée une très forte tension. Ils n'ont pas d'autres projets, ils n'ont pas d'autres visions, possibilités échappatoires. Les tensions se cristallisent autour d'une première médiation en 2020. La médiation n'aboutit pas parce que tu demandes à être payé de la valeur que tu as créée, de la valeur des parts que tu possèdes. Tu veux 5 millions d'euros et garder un peu de parts pour profiter de l'upside. La médiation n'aboutit pas. Et là, ils commencent à regarder l'ensemble des transactions très complexes de The Family avec tous ces SPV. Et Nicolas Collin se plonge dedans à corps perdu, à défaut d'avoir autre chose à faire d'ailleurs, parce que l'activité s'arrête. Et là, ce qui se faisait avant n'est plus justifié. Ça devient criminel, délictuel à minima. Des procédures sont lancées contre toi, parce qu'évidemment, tu es toi contre les deux autres, donc tu es minoritaire, donc tu es sorti. Donc tu n'as plus le contrôle de la marque, le contrôle des comptes, de l'information, etc. Très rapidement, tu as une décision de justice au Caïman qui dit que tu n'as pas le droit d'avoir plus de 10 000 euros pour te défendre. Donc tu ne te défends pas. Donc tu perds. Ils arrivent seuls sur le ring et bizarrement, ils parviennent à gagner. Ils réitèrent la manœuvre en Angleterre. En Angleterre, c'est non seulement cet ordre au Caïman, mais c'est aussi du fait des coûts exorbitants des procédures anglaises. Tu perds de nouveau des sommes importantes, des sommes qui incluraient les détournements, mais aussi et surtout les services que tu aurais rendus qui n'avaient pas de valeur et qui devaient donc être remboursés, et les upsides des sociétés qui n'ont pas été revendues, et donc la perte de chance de vendre ces sociétés-là. En France, il y a plusieurs procédures. Tu en gagnes une importante sur le contrôle de ton manoir. Tu en perds une plus petite qui dit que finalement, ce n'est pas des détournements, c'est des prêts. Et il s'acharne sur le plan pénal, sur le plan urbanistique pour obtenir ta faillite et récupérer le manoir d'Ablon. Et il te mène une guérilla business, juridique, pour t'empêcher de créer des business, de travailler avec des gens, de donner des conférences, de gagner de l'argent, de faire quoi que ce soit qui te permettrait de sortir la tête de l'eau. Ils s'en prennent à tes proches, parfois de manière assez directe. En tout cas, toutes les personnes qui gravitent autour de toi. Ça a des conséquences très concrètes et assez tragiques sur Christophe notamment, qui était
ton ami est associé sur le projet du manoir qui cristallise pour eux aussi leur détestation et tout ce qu'ils considéraient comme étant de la fraude. Et aujourd'hui, tu vas respecter cette décision, tu vas détruire le manoir, tu vas essayer d'ignorer autant que possible les décisions rendues contre toi à l'étranger et reconstruire ta vie ailleurs, différemment, loin de cette toxicité. Et surtout, dans cette affaire, personne n'est gagnant. Tu sais, il y a une très belle toile de Turner qui s'appelle « La victoire de Waterloo ». Ah oui. Et la victoire de Waterloo, en fait, c'est une toile dévastée. Tout le monde a perdu. À la guerre, il y a des victoires, mais en fait, tout le monde perd. Et ceux qui ont évidemment perdu, c'est les gens des SPV. Toi, tu avais proposé de leur donner le manoir, de donner de l'argent, de donner tes parts, etc., pour les indemniser, parce que tu reconnais effectivement que ce 1,9 million, c'était une forme de dédommagement, mais qui était peut-être un peu compliqué à justifier, en tout cas qui s'imbriquait dans un ensemble de transactions complexes. Donc les détenteurs d'SPV ont perdu. Les actionnaires de The Family ont vu fondre le portefeuille que tu avais créé, ont vu la marque être souillée, détruite, ne plus avoir aucune valeur. Ils n'ont jamais retrouvé le moindre centime de leurs investissements dans The Family. Les actifs ont été vendus pour payer des avocats, pour payer aussi les salaires des dirigeants actuels de The Family, probablement. Et il y a des cas très concrets où on voit que, en soi-disant défendant l'intérêt des actionnaires ou des détenteurs de SPV, on l'a vu avec Dark, en fait, les dirigeants actuels de The Family profitent directement de tout ça, mais abandonnent systématiquement les investisseurs dans les SPV. Waouh. Super, j'ai rien à rajouter. Bon, écoute, on aurait essayé de faire une part de vérité dans cette affaire. Merci Gaspard, en tout cas. On invitera Nicolas à ce micro quand il veut. Avec grand plaisir. Avec joie. Il peut m'envoyer tous les documents que j'étudierai, que j'essaierai de comprendre. Et si jamais même il veut échanger avec toi, ce qui serait énorme, c'est que je l'appelle, tu sais, en direct. Et que tu lui parles et là, il arrive, il y a une médiation. C'est peut-être, on ne sait pas, peut-être la solution incroyable, c'est qu'on finisse sur une médiation. Ouais. Bon, merci mille fois, Oussama. En tout cas, bon courage pour la prochaine mise en demeure. Écoute, moi j'essaie juste de porter un éclairage et je suis très très ouvert au contradictoire, donc avec plaisir. Et d'ailleurs, j'espère ne pas avoir été complaisant avec toi et t'avoir contredit quand le... Je pense qu'ils penseront que non, mais bon. Écoute, affaire à suivre. Merci.